Aujourd'hui, dans 10 minutes avec Neo4j, nous commençons une série de démonstrations sur le cloud, démonstration d'intégration de Neo4j avec le reste de l'écosystème. On commence sur Azure avec Neo4j qui va être alimenté par Spark et que l'on va visualiser avec Power BI Desktop. Donc, notre écosystème sur Azure va consister à utiliser un cluster Apache Spark Databricks qui va alimenter Neo4j et nous allons réaliser des dashboards dans Power BI. Quelques mots du connecteur Spark Neo4j. Donc, ce connecteur Spark, c'est un peu la version industrielle de l'alimentation de sources de données dans Neo4j et inversement, et passer à l'échelle sur n'importe quel cloud et n'importe quelle source de données. Alors, Spark, petit rappel, c'est un moteur d'analyse pour le traitement de données à large échelle. On va lancer des clusters de nœuds qu'on appelle des workers qui vont partitionner les opérations pour les exécuter en parallèle. C'est compatible SQL et également en mode streaming et c'est orienté data frame, ce qu'on appelle des data frames distribués. Pour nous, ce sera essentiellement des tables. Quand est-ce qu'on en a besoin? Eh bien, quand on veut utiliser des jeux de données très volumineux qui doivent être découpés en plusieurs. Lorsqu'on a des procédés complexes avec de nombreuses sources de données et de nombreuses transformations. Et Spark va être idéal pour les algorithmes itératifs tels que MapReduce, Filter, Sort et tout ce qui est disponible en programmation fonctionnelle. Le connecteur Spark Neo4j, il permet la lecture et l'écriture vers et depuis Neo4j dans des environnements Spark en utilisant l'API Data Source. Donc cette API elle est disponible depuis Spark 2, 4, 5. Donc lire depuis un graphe Neo4j, ça veut dire que des ensembles de nœuds vont être transformés dans un data frame, des ensembles de relations vont être transformés en data frame, mais on peut aussi exécuter une requête Cypher pour l'envoyer dans un data frame. Inversement, on peut écrire un data frame vers Neo4j, donc vers un ensemble de nœuds, vers un ensemble de relations, mais on peut aussi écrire sous la forme d'une requête Cypher. Les besoins de ce connecteur: extraction, transformation et chargement de graphes à partir de sources existantes. On peut faire dans Spark des analyses de graphes très volumineux. Et puis, on peut préparer des données et les charger pour effectuer ensuite de la graph data science sur les données connectées. En ce qui concerne le connecteur Neo4j pour la BI, et en particulier pour Power BI Desktop, alors le connecteur Neo4j pour la BI, initialement, il est compatible avec un driver JDBC, donc on va traduire du SQL en Cypher, le langage natif de Neo4j qui est optimisé pour les graphes. Et ça va permettre de réconcilier des populations qui utilisent la BI depuis longtemps, qui voient qu'il y a la puissance des graphes à côté et qui ne savent pas forcément réconcilier les deux. Et ça, on va le faire avec zéro code. Et ce connecteur Neo4j pour la BI, il est supporté pour la production à l'échelle de l'entreprise. Le connecteur Neo4j pour Power BI Desktop, il est légèrement différent. Il s'agit d'un connecteur custom dans Power BI, un fichier avec l'extension .mez. Il y a quelques fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles, notamment l'auto-refresh, et ce sera vraisemblablement remplacé par un connecteur ODBC générique courant 2021. Et tout de suite, nous allons passer à la démonstration. Dans cette démonstration, nous allons examiner 3 scénarios, mais d'abord, regardons l'environnement de la démonstration. Je suis connecté avec mon Mac en remote desktop sur un environnement Azure, et en particulier sur une VM Windows sur laquelle est installé Power BI Desktop. Power BI se connecte en HTTP/HTTPS à l'API de Neo4j qui est installée sur une autre VM Azure. Enfin, un environnement Databricks permet à la fois de faire du stockage de fichiers donc sur du Databricks File System et de se connecter en Bolt à Neo4j, donc dans le cluster Spark. Les 3 scénarios sont les suivants. D'abord, on va avoir une donnée qui est stockée dans Databricks File System DBFS et qui est vue comme une data source pour Spark, et elle va être injectée dans Neo4j via Spark. Nous avons également le scénario inverse, une donnée stockée dans Neo4j et qui va être envoyée vers le Databricks File System via Spark.
Et enfin, le troisième scénario, c'est Power BI Desktop qui se connecte à Neo4j. Donc, la data source, c'est Neo4j. Et ensuite, on va réaliser des dashboards à partir des données obtenues de Neo4j. Alors, examinons le premier scénario. Le premier scénario consiste à aller chercher un fichier avec des villes qui sont dans des pays, donc un fichier worldcities.csv. Donc, on utilise pour ça le connecteur Spark Neo4j, qui est une librairie ajoutée au connecteur Spark. Et puis, on va aller chercher dans notre data frame eh bien, les propriétés, les colonnes qui concernent la ville et les propriétés, les colonnes qui concernent le pays. À partir de là, donc notre city, notre country, deux data frames, eh bien, on va essayer de les écrire dans Neo4j en définissant une fonction write_not_batch qui va permettre d'écrire dans la base Neo4j directement sous forme de nœuds et de propriétés. Et puis, on va également écrire une relation. Donc, la relation, c'est celle qui lie une ville à partir du champ city à un pays à partir de son champ ISO2. Et ce qu'on va effectuer cette fois, c'est qu'on va écrire donc, au format Neo4j en utilisant donc, une relation in, donc c'est le type de la relation entre la ville et le pays. Et c'est ça qui va permettre d'écrire une relation dans Neo4j. Donc en gros, on a l'équivalent d'un data frame pour les nœuds, d'un autre data frame pour les autres nœuds, donc les pays, et un data frame pour la relation qui permet d'écrire d'un pointeur d'un nœud vers un autre nœud. Lorsque j'exécute cette partie de notebook, eh bien, j'ai un cluster Spark qui se met en place, voilà, avec donc un job Spark qui est lancé et qui va écrire les nœuds ville, les nœuds pays, et puis également les relations. Donc, si je bascule sur ma base Neo4j ici, eh bien, je peux aller regarder le schéma. Voilà, donc des villes dans des pays. Ce qu'on a chargé dans Neo4j, maintenant, on voudrait l'envoyer dans Spark, dans le Databricks File System. Donc, ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais aller regarder dans mon notebook. Là, j'ai une requête Cypher qui va me permettre d'aller chercher le nombre de villes de mon dataset par pays. C'est une requête très simple que j'exécute ici et qui me donne effectivement que dans mon dataset, il y a beaucoup de villes des États-Unis qui sont décrites. Et puis, j'en ai ensuite en Russie, au Brésil, etc. Eh bien, je vais envoyer ce résultat de requête Cypher. Eh bien, je vais l'envoyer dans un fichier CSV avec deux colonnes, pays et nombre de villes. Donc, je vais pouvoir... alors, je vais écrire dans un fichier numéro 6 pour que vous voyez que ça avance. Et puis, donc, ça me permet d'écrire au format CSV. Donc, on voit cette fois que le data sync, et non pas le data source. Le data source, cette fois, c'est Neo4j. Et le data sync, c'est du fichier CSV dans l'environnement Databricks. Donc, on peut tout de suite aller regarder nos données Databricks, File System, voilà, et vérifier notre nouveau fichier a bien été créé. Voilà. Et on va voir la dernière interaction avec Power BI. Dernière partie de la démonstration, on va voir comment connecter Power BI à Neo4j. Alors, de manière un peu plus accélérée, je vous ai montré donc, un petit diagramme donc, qui représente le nombre de villes par pays, et on voit les États-Unis en tête ici sur notre jeu de données. Et puis, on peut également afficher
une carte avec les latitudes et les longitudes des différentes villes du monde et puis zoomer sur la carte. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on établit ça et comment est-ce qu'on met en place un onglet comme le premier. Donc, on va le voir en détail. On va créer un nouvel onglet, obtenir les données à partir d'une connexion Neo4j en utilisant notre connecteur Neo4j qui va s'afficher ici. Voilà. Je me connecte et je vais exécuter une requête Cypher. Voilà. Alors, ça nous donne un tableau comme ceci qu'on va pouvoir charger, qu'on retrouve sur la partie droite de Power BI comme une requête 3. Voilà. Et alors, on a juste quelque chose à voir, c'est que ce champ-là, il va falloir changer son format. C'est un nombre entier. Voilà. Donc, nous allons effectuer un petit graphique en secteur avec la légende et puis au niveau des valeurs. Donc, voilà. Et on retrouve le même look and feel que dans notre page 1. En conclusion, un petit résumé et quelques perspectives. Tout d'abord, nous parvenons à intégrer parfaitement Neo4j et Spark, que ce soit la version 2.4.5 ou 3.0, pour connecter Neo4j avec n'importe quelle donnée du data lake, et dans les deux sens. Ensuite, nous avons un connecteur Neo4j pour l'API, version JDBC pour tableau software, type Co-Analytics, etc., Looker sur GCP, et puis version ODBC, Power BI, ClickSense. Des intégrations qui sont agnostiques du cloud, avec support entreprise, et des prochaines étapes avec l'intégration de notre offre Database as a Service Neo4j Aura sur Azure en fin d'année 2021 et qui est déjà disponible sur AWS et GCP. Et puis, bien sûr, viendront de nouveaux workflows cloud native qui vont utiliser les différentes briques cloud native des providers Azure, AWS et GCP et s'interfacer avec Neo4j. Quelques liens utiles. Donc, le connecteur Spark sur le site neo4j.com, le connecteur BI et puis, bien sûr, le blog de Chris Cardon qui présente le connecteur Neo4j pour Power BI. Merci.